Nous allons débuter notre conférence. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire destiné aux hôtels, cafés et restaurants, organisé en partenariat avec l'UMI et le GNI HCR. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Donc, Monsieur Franck Delvaux, qui est président de l'UMI Paris, et Monsieur Vincent, bonjour, et Monsieur Vincent Sitz, qui est président de la commission emploi, formation et handicap du GNI HCR. Bonjour à tous. Et nous avons le soutien en ligne de Bruno Perdieu, qui est coordinateur projet et développement de Santé au Travail Fédération Île-de-France. Donc, avant de débuter, je vous précise que pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&R en bas de l'application. Vous posez vos questions à l'écrit et nos intervenants y répondront à l'oral en ligne. Donc, vous posez votre question, vous cliquez sur le petit bouton Envoyer et la question nous parvient. Donc, je vais commencer effectivement par rapport à la possibilité que les cafés et restaurants là, vont avoir à partir d'après-demain de recevoir leurs clients en terrasse, donc à partir du 19 mai. Monsieur Sist, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les conditions qui s'appliqueront dès mercredi pour les cafés et restaurants ? Oui, je ne vais pas dire qu'elles sont simples parce qu'on a eu des dates avec des conditions d'ouverture qui ne sont arrivées que tardivement, donc, et puis pas souvent toujours très claires pour tout le monde, parce que grand nombre de nos adhérents, en tout cas des restaurateurs, se sont posé la question de la fameuse jauge de 50% sur les terrasses. Autant à l'intérieur, tout le monde arrivait à peu près à comprendre comment ça allait se passer, mais sur la jauge des 50% sur la terrasse, il a fallu avoir quelques petites précisions, plus les petites erreurs de communication qui faisaient que les clients ne pouvaient pas théoriquement rentrer dans le restaurant et encore moins aller aux toilettes ou utiliser les services. Donc, ça fait un peu de remue-ménage. Pour faire simple, en tout cas sur la jauge des 50%, effectivement, à partir du 19 mai, on aura le droit d'ouvrir que nos terrasses. Et celles qui ne sont pas couvertes, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a encore une petite ambiguïté sur cette partie-là. Quid des terrasses fermées qui sont à l'extérieur des restaurants, et même si elles étaient ouvertes sur la plus large partie, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment clair sur ce point-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les terrasses extérieures, celles qui sont accordées par la mairie de Paris, plus les extensions Covid que l'on a eues et qui sont toujours maintenues aujourd'hui, sont autorisées à ouvrir à partir de mercredi jusqu'à 21h maximum, puisque le couvre-feu, jusqu'à 21h, tout le monde normalement devrait être à la maison. Mais en tout cas, voilà, c'est 21h maximum. Et la jauge des 50%, ça s'applique sur la superficie de votre terrasse. Donc, en fait, si vous avez une terrasse de 100 mètres carrés, vous avez donc l'autorisation de faire une terrasse sur 50 mètres carrés en conservant la règle de l'ERP qui est 1 mètre carré par personne. Donc, au maximum 50 personnes sur votre terrasse en respectant les conditions sanitaires qui sont 1 mètre par client qui ne se connaissent pas, avec des tables de 6 maximum. Voilà les principales règles à observer, en tout cas pour le 19, sans oublier bien évidemment le port du masque est obligatoire pour l'ensemble du personnel, le gel hydroalcoolique pour les clients et pour le personnel aussi, et le cahier, le fameux cahier, parce que pour l'instant on attend de savoir comment va se passer le pass sanitaire. Pour l'instant, en tout cas, le cahier reste d'obligation, en tout cas pour nous, de pouvoir recueillir les mails et noms des clients qui se présentent chez nous. Voilà. Donc ça, voilà. Pour l'instant, ça c'est du sûr, c'est ce sur quoi on peut se rattacher pour le 19. Après restera le problème de la météo. Merci beaucoup. Effectivement, la météo, en tout cas en Île-de-France, n'est pas particulièrement des nôtres cette semaine. Donc, on est tout à fait conscient que beaucoup d'entre vous ne vont peut-être pas réouvrir à partir de cette semaine.
Voilà. Après, dans le secteur, il y a aussi la spécificité pour les traiteurs, leur activité particulière. Quelles sont les conditions qui s'appliquent aux Alors traiteurs? pour les traiteurs, c'est un petit peu, peu différent puisque c'est une jauge de 35% avec maximum 800 personnes et tout le monde doit être assis. Donc voilà, donc pour les traiteurs, c'est un peu particulier. Il y a encore d'autres particularités pour les parcs et attractions. Enfin voilà, donc c'est vraiment, voilà, encore comme je disais, il y a plein d'annonces, mais c'est vraiment, parfois un peu complexe, on va dire, voilà, à comprendre pour tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Delvaux, vous pourriez nous parler des conditions pour les hôtels? Oui, oui. Avant, je vais me permettre de compléter ce que disait Vincent, puisque je travaille avec la mairie de Paris donc sur le prochain RET, qui est le règlement des étalages terrasses. D'ailleurs, je travaille avec Pascal Mousset, qui est le président du GNI Paris Île-de-France. Donc, on travaille de concert. Euh, Ce que je voulais rajouter sur les terrasses dites éphémères, les terrasses éphémères, c'est les terrasses que nous avait accordées la mairie de Paris suite au premier confinement. Euh, on les appelle terrasses éphémères. Je vous annonce en avant-première qu'elles s'appelleront sous peu terrasses estivales. Je circule évidemment beaucoup dans Paris et je vois tout un tas de terrasses fleurir, de ces terrasses éphémères, avec des toits. Donc j'attire l'attention de tout le monde. C'est rigoureusement interdit. Les terrasses éphémères, telles qu'on les a eues, perdurent jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, elles perdurent selon la façon dont on nous est accordé la première fois, c'est-à-dire sur simple déclaration à la mairie d'arrondissement ou sur monparis.fr, mais le règlement n'a pas changé. Donc tous les restaurateurs, les cafés, les bars qui sont en train de construire des terrasses complètement fermées, éphémères, avec des toits, sont dans l'illégalité. Chacun fait ce qu'il veut, mais je vous préviens que dès mercredi, la mairie de Paris va organiser des contrôles justement sur ce point-là. Donc, pas de toit, la hauteur maximum, c'est 1,30 m et toute consommation doit être prise, comme l'a dit Vincent, de façon assise. Donc, attention à ça, parce que là aussi, on a vu des terrasses éphémères qui sont en train de se faire sur des longueurs assez grandes. Là aussi, ça ne tiendra pas. Hein. Donc, je rappelle aussi que sur ces terrasses éphémères, pas d'éclairage, pas de musique, pas de chauffage. Ce sera annoncé sous peu, puisque nous avons notre dernière réunion demain, une des dernières réunions avec la mairie de Paris. Je peux vous annoncer en avant-première que ces terrasses éphémères qui vont s'appeler estivales vont être pérennisées. Donc, seront de nouveau actives dès le 1er juillet, avec un règlement qui sera beaucoup plus précis, notamment sur l'esthétisme. Je peux vous dire en avant-première que tout ce qui est à construction à base de palettes, ça va être terminé. Et ce sera soit ce qu'on peut appeler de la contre-terrasse ou du parklet. Du parklet, c'est une terrasse sur des places de stationnement. Dans un premier temps, il ne sera plus possible de mettre des terrasses éphémères sur des places de livraison, sauf accord de la mairie d'arrondissement. Encore moins sur des places de taxi, comme je l'ai vu, comme je l'ai vu dans Paris. Donc, j'attire vraiment votre attention des professionnels là-dessus. N'y mettez pas trop d'argent, parce que si vous avez investi de l'argent pour vous mettre sur des places de livraison, sur des places de taxi, avec des plafonds, vous allez devoir tout démonter et vous n'aurez pas l'autorisation. Il faut savoir que dans le nouveau règlement, il y aura 4, notamment en termes de bruit, puisque inutile de vous dire qu'en ce moment, on discute aussi beaucoup avec les associations de riverains. On s'est fait beaucoup d'amis avec Pascal Mousset, lui et moi, on a beaucoup d'amis. C'est pas facile. Attention au bruit. Quand Vincent dit 22 heures, tout le monde chez soi, c'est à 22 heures. Bon, que les gens ne soient pas rentrés, j'oserais dire, c'est pas notre problème, mais à 22 heures, la terrasse doit être vide la terrasse éphémère, j'entends, estivale, doit être vide de clients. C'est pas un dernier client, ah oui, il est en train de finir son verre, il finit son verre, il a payé. Non, elle doit être vide. Il y aura de nombreux contrôles et je peux vous dire qu'en avant-première, le premier, il y aura d'abord amende, deuxième amende, puis terrasse fermée pendant 15 jours, puis terrasse qui pourra être fermée pendant un mois, voire perdre ce droit de terrasse
éphémères. Donc, j'ai été un peu long là-dessus, mais ce que je vois fleurir dans Paris m'inquiète ces derniers jours. C'est loin de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Je peux vous dire quand même au passage que à la fois Pascal Mousset, à la fois moi, mais il y avait aussi le troisième syndicat, le SNEG, ça n'a pas été une mince affaire de les obtenir. Je peux vous dire aussi en avant-première qu'elles seront gratuites, à la fois les terrasses historiques, à la fois ces terrasses éphémères jusqu'au 30 septembre. Donc vraiment, j'invite l'ensemble des professionnels à essayer de se rapprocher. Je sais que c'est pas facile, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais de se rapprocher vraiment au maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a le droit de faire, parce que c'est pour le bien de tous, et c'est ce qui nous permettra de ces terrasses à Paris, de les avoir de façon pérenne dans le temps et jusque de nombreuses années. N'oubliez pas qu'en 2023, il y a la Coupe du Monde de rugby, ça a amené beaucoup de monde, et qu'en 2024, il y a les Jeux Olympiques, et on sera bien content d'avoir ces terrasses à ce moment-là. Alors, revenons à nos moutons, aux hôtels. Alors, je vous propose, excusez-moi, Monsieur Delvaux, je vous propose, comme il y a eu deux questions spécifiques sur les terrasses, avant qu'on passe aux hôtels. Alors, en tout cas, je vous remercie vraiment pour ces précisions qui je pense, sont très utiles à vos collègues. Donc, on a une question sur les prestations. Est-ce que les prestations debout au sein d'une terrasse-restaurant peuvent se faire? Vous y avez répondu, c'est non, et on est bien effectivement sur des prestations. Je le répète, voilà. Vincent l'a dit. Attention, on est attendu au tournant. On est attendu au tournant sur tout ça. Hein. Je sais que c'est pas facile, je le redis, mais pas de prestations debout. De même, on a vu la météo. S'il pleut, les clients ne rentrent pas dans l'établissement, même si c'est tout à fait au bord de l'établissement. Non, même s'il pleut. Par contre, les parasols, les toits sont interdits, mais les parasols sont autorisés. Merci beaucoup. Sur la gestion des groupes, je me permets de répondre parce que Monsieur Sitz l'a précisé, les tables sont limitées à 6 personnes en terrasse. Et il y a une question aussi sur de quel cahier parlez-vous? Donc, je pense que la question s'adresse à Monsieur Sitz qui a évoqué un cahier de prise de relève des contacts. Voilà, le cahier de rappel Covid, tout à fait. Qui pour l'instant reste de rigueur, mais on devrait normalement, enfin Franck va le préciser peut-être parce qu'il a dû travailler avec Pascal Mousset dessus, en tout cas on devrait avoir un QR code qui va permettre en fonction du SIRET de l'entreprise aux clients de flasher à l'entrée et d'être automatiquement enregistré. Mais pour l'instant, en tout cas, reste pour les clients de passage, puisque pour ceux qui sont déjà en réservation via les sites internet ou via le site du restaurant et donc leurs coordonnées sont déjà connues. Pour ceux qui sont de passage dans le restaurant, il y a le cahier de rappel qui permet aux clients de pouvoir s'inscrire et puis d'être contactés au cas où il y a eu une contamination et d'être informés. Voilà. Merci, oui, merci beaucoup. Oui, on a travaillé notamment avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, sur pas un pass sanitaire, puisqu'on a dit depuis le début, nous sommes contre le pass sanitaire dans nos établissements. Nous ne sommes ni douaniers, ni policiers, ni gendarmes. Donc, j'ai pas utilisé le nom. C'est le QR code. C'est-à-dire qu'il y aura une affiche à l'entrée des établissements quand les salles seront ouvertes. Le client va flasher le QR code. Ça va donc immédiatement, s'il n'a pas l'appli Tous Anti-Covid, il va pouvoir être en lien avec l'appli Tous Anti-Covid et prendre l'appli Tous Anti-Covid s'il le souhaite. Mais ça permettra de savoir que le client était à tel moment dans tel établissement. Alors, pour ceux qui pensent être espionnés par les États-Unis, la Chine ou d'autres pays comme ceux-là et qui ne veulent pas donner leurs données, il y aura le cahier de rappel. Mais ce sera d'abord le QR code. Le cahier de rappel est uniquement pour les clients qui n'ont pas de smartphone et qui pourront marquer, qui s'appellent Tarzan, Jess Bomb, Marilyn Monroe ou d'autres choses comme ça. Comme on a pu voir sur nos cahiers de rappel lors de leur premier passage. Voilà. Alors sur les hôtels, il y a deux cas de figure. Oui.
D'autres questions sont arrivées concernant toujours les terrasses, donc je vous propose qu'on y réponde avant de passer aux hôtels. Oui. Et puis on prend ces questions et ensuite on passe aux hôtels. Donc sur le calcul de la jauge en fonction de la surface, on nous pose la question de comment calculer. Tout à fait. C'est en fonction de la surface qui vous a été autorisée pour votre terrasse. Imaginons que celle-ci a été autorisée sur une surface de 100 mètres carrés. Donc la jauge de 50% s'applique sur cette surface, donc 50 mètres carrés. Et on prend 1 mètre carré par ERP, donc 50 places assises, à partir du moment où vous arrivez à respecter les 1 mètre entre chaque client et chaque table, avec un maximum de 6 clients à la même table, qui se connaissent bien évidemment, ou sinon vous avez le droit aussi, on vient d'apprendre, enfin il y a eu le petit décret, je crois, Franck, tu vas me confirmer, mais on peut mettre un plexiglas entre les tables à partir du moment où ça va à hauteur d'homme. Voilà. Oui, alors vous pouvez mettre un plexiglas ou une plante, pas une plante verte de préférence. La plante absorbe le Covid. Voilà. Et une précision, le cahier de rappel ou le QR code ne sont pas obligatoires en terrasse. C'est uniquement à l'intérieur. Hein. En terrasse, il n'y a pas de QR code ni de cahier de rappel en terrasse. Après, ce qui va surtout être contrôlé, c'est consommation debout. Alors ça, c'est vraiment à bannir. C'est-à-dire ce qu'on a pu voir et ce que les autorités voient aussi. Hein, je peux vous dire que quand on fait des réunions avec la préfecture de police, avec la ville, avec la région, ils voient la même chose que nous. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi des gens qui circulent dans Paris et ils voient très bien qu'à certains moments, il y a 10, 15 personnes debout avec la cigarette et la chope de bière à la main. Ça, ils le voient aussi. Donc ça va être excessivement contrôlé. Ça, c'est non. Et Vincent l'a dit, hein, pas plus de 6 à table. Hein. Donc là aussi, c'est pas 6, plus le petit dernier qui est en bout de table. Hein. Non. Il a moins de 12 ans. Il a moins de 12 ans. J'ai encore eu cet après-midi des questions de certains de mes adhérents. Après, je comprends. Alors nous, on est tous les jours là-dedans. Mais oui, non, mais s'il pleut, quand même, je veux mettre les clients dans le sas d'entrée. Non, non, non. S'il pleut, il pleut. Malheureusement, pendant 5 jours, c'est un peu la météo qu'on va avoir. Ça s'améliore quand on va sur vraiment les sites météo spécialisés à partir de mardi prochain, je crois, mardi, oui. Voilà. Et ça va être, je vous le dis, hein, extrêmement, extrêmement contrôlé. On a été prévenu, il va y avoir beaucoup de contrôle. Moins, alors je ne vais pas vous dire de ne pas respecter la jauge, hein, je ne suis pas là pour ça, mais ils ne vont pas arriver avec 1 mètre pour dire tiens, là, ça fait autant. Hein. Vous voyez, c'est l'idée, c'est qu'il n'y ait pas les tables les unes sur les autres, comme on a pu voir à la fin du premier confinement, ça se voyait, les tables, les gens dos à dos. Donc voilà, il faut aérer, 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 aérer. Et le port du masque, hein. Attention à ça aussi. Et les gens les clients qui vont aux toilettes, puisqu'ils ont le droit d'aller aux toilettes, hein. À un moment, ça s'est vu, on a dit non, pas d'accès aux toilettes, non, non. Et pas faire pipi sur les plantes. Voilà. Non, non. Mais quand ils vont aux toilettes, c'est avec le masque. Voilà. Ça, c'est vraiment les points qui vont être très, très contrôlés. Et donc, ça rejoint aussi la question du paiement à la caisse. Il y a des questions autour des commandes. Est-ce qu'elles peuvent être prises à l'intérieur ou est-ce que le paiement en caisse peut se faire à l'intérieur? Voilà. Soyons clairs, hein, pas de clients à l'intérieur de l'établissement, exception faite, on a réussi à l'avoir pour aller aux toilettes. Voilà, donc c'est clair, pas de prise de commande debout au bar, pas de prise de commande au bar, pas d'encaissement au bar, les encaissements se font à table, tout le monde doit être assis, la même chose pour les traiteurs, donc il n'y a pas d'exception. Donc voilà, cette fois-ci, il faut être clair, et comme le disait Franck tout à l'heure, on nous attend. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un peu n'importe quoi pendant le premier et le deuxième confinement, et je pense que cette fois-ci, on nous laissera rien faire. Hein. Je pense que les sanctions vont tomber d'elles-mêmes. Donc voilà, plus on sera précis, plus on répétera les choses, mieux ça se passera. Et encore une fois, montrons
montrons que par rapport à tout ce qu'on a dit, on est au rendez-vous et on fait appliquer et on respecte les consignes que nous-mêmes nous avons fait avec eux. Vraiment. Oui, alors pour l'encaissement, parce que là aussi, j'ai entendu sur certaines télévisions ou chaînes des professionnels, qui disent oui, l'encaissement, on le fera à la caisse. Non, 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 il n'y a pas d'encaissement à la caisse. Encaissement à table. Encaissement à table, prise de commande à table. Si vous avez des cartes autres que papier jetables, si vous avez des cartes, eh bien les cartes devront être désinfectées après chaque utilisation. Donc, je vous conseille plutôt d'avoir une carte via QR code, ça se fait quand même assez facilement maintenant, ou une carte, un set de table, et un set de table qui est jeté, la carte dessus, qui est jeté après. Mais attention, tout ce qu'on donne dans la main du client, qui va prendre dans la main, ça doit être, après, quoi qu'il vous le rend, ça doit être désinfecté. Donc là aussi, je crois que Vincent l'avait dit, présence de gel, hein, vous devez avoir... et attention aussi au fil d'attente, parce qu'on nous attendra aussi là-dessus, sur la gestion des files d'attente. Si devant votre terrasse, il y a 30 personnes agglutinées, ça ne passera pas non plus, quoi. Donc, ce n'est pas facile, mais comme le dit Vincent, et je vous confirme vraiment, hein, on est en lien avec toutes les autorités de l'État, on sera attendu et il y aura des contrôles. Alors, sur les merci hôtels, beaucoup. Voilà, je vous propose de passer aux hôtels. On répondra aux autres questions au fur et à mesure de la conférence. On va peut-être y arriver. Monsieur Delvaux. Alors, les hôtels, deux cas de figure. Un client extérieur à l'hôtel, mais un hôtel qui a une terrasse. Et bien là, je ne vais pas vous redire parce que c'est exactement la même chose. Si c'est un client extérieur à l'hôtel, il ne peut aller qu'en terrasse et avec les mêmes contraintes. Maintenant, si c'est un client de l'hôtel, là, il a le droit à un régime différent. Et d'ailleurs, il peut être à l'intérieur et il n'y a pas, alors toujours dans le cadre du protocole sanitaire, hein, attention, on est toujours dans le cadre du protocole sanitaire, mais il n'y a pas de limite d'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les 21 heures. Mais, je le redis, hein, c'est un client de l'hôtel, hein, et c'est pas, tiens, j'ai un client qui a pris une chambre, puis il y a deux copains qui vont arriver, ils vont manger avec lui, ils vont repartir. Là aussi, non, parce qu'il n'y a pas que le client qui sera pénalisé. Vous aussi, vous serez, en tant qu'hôtelier, pénalisé parce que vous avez accepté quelqu'un qui n'avait pas une chambre d'hôtel et vous avez accepté de le servir. Donc là aussi, soyez vigilants. On sait qu'il y a beaucoup de réservations dès mercredi soir dans des hôtels qui ont des terrasses ou de l'intérieur parce que voilà, les gens ont une vraie envie d'aller dîner au restaurant et tant mieux pour les hôteliers et les Parisiens qui ont beaucoup souffert et qui pourront profiter d'une clientèle. Voilà, je ne sais pas, Vincent, si tu voulais ajouter quelque chose sur les hôtels. C'est bien d'avoir précisé qu'effectivement, c'est uniquement réservé aux clients de l'hôtel. Jusqu'à maintenant, ils avaient l'obligation de manger dans leur chambre, aussi bien le petit déjeuner que le dîner. Maintenant, ils vont pouvoir effectivement profiter des salles et des lobbies, mais ce n'est uniquement réservé aux clients de l'hôtel et pas aux amis des clients de l'hôtel et encore moins à la clientèle extérieure. Enfin, en tout cas, si l'hôtel dispose d'une terrasse, évidemment, les clients auront le droit de traverser le lobby, l'hôtel pour se rendre à la terrasse, mais en aucun cas auront le droit de consommer à l'intérieur ou de commander au bar. Voilà, la même chose, même pratique. Du coup, une question justement sur la restauration. Est-ce que les clients doivent, comme avant le deuxième confinement, porter le masque jusqu'à temps du service du premier plat et remettre ce masque entre le service des plats? Alors sur l'extérieur, pour l'instant, c'est un peu exempt sur ça. À l'intérieur, certainement que ça reviendra puisque ce sera dans un environnement clos. Là, pour l'instant, l'avantage, je ne sais pas si c'en est un, mais en tout cas, le fait que la jauge est de 50% en terrasse et que les règles de distanciation doivent être respectées, ça permet aussi aux clients qui sont assis à leur table de ne pas forcément conserver le masque entre deux bouchées ou jusqu'à ce que la commande soit prise. Voilà. Mais ce ne sera peut-être pas la même règle quand à partir du 9 juin, on sera autorisé à ouvrir à l'intérieur. Donc, prudence. Merci beaucoup. Il y a une question spécifique sur une guinguette.
pour laquelle le restaurant se trouve uniquement en terrasse, seulement le bar est en renfoncement. Il est couvert, mais non fermé. Est-il possible que le client vienne payer au comptoir ou commander une boisson? Je répète, c'est simple, pas de prise de commande ni d'encaissement, debout, au bar, derrière le bar, à côté du bar. Prise de commande et encaissement à table, assis. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Donc, toutes ces mesures s'appliquent jusqu'au 9 juin. Du 9 au 30 juin, d'autres conditions, en tout cas les conditions évolueront. Monsieur Delvaux, est-ce que vous pourriez nous préciser les changements concernant les jauges et l'intérieur-extérieur? Ouais, alors, du 9 au 29 juin, donc là, on passe en terrasse. En terrasse, nous serons à une jauge de 100%. Donc, on peut repasser à 100% sur la terrasse, mais toujours avec le même protocole sanitaire, hein. C'est-à-dire consommation assise, addition assise, table de 6 personnes maximum. Et là, par contre, à l'intérieur, eh bien, on applique cette jauge de 50%. Donc, on pourrait être ouvert 100% en terrasse et 50% à l'intérieur avec toujours le même protocole sanitaire. Je ne vais pas le redire, mais et notamment à l'intérieur, hein, évidemment, dès qu'on bouge à l'intérieur, et on ne peut bouger que pour aller aux toilettes, surtout pas pour aller commander au bar, surtout pas pour aller payer, le port du masque. Et le couvre-feu, effectivement, qui laissera peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Alors oui, à 23 heures. Évidemment, le couvre-feu. Alors là aussi, hein, Vincent l'a bien redit, et moi aussi tout à l'heure, hein, quand on dit 21h, 23h, c'est 23h, c'est zéro client. Le personnel, bien sûr, peut rester avec une attestation, hein, le temps de finir le service, de nettoyer, de partir. Mais à 23h comme 21h sur le premier, il n'y a pas de client, hein. La terrasse est vide de tout client. Et à 23h, à partir du 9 juin, la terrasse est vide. Et évidemment, l'intérieur, d'autant plus vide. Et donc, à partir du 30 juin, on sera à 100% de la jauge de l'établissement, a priori. Alors, le 30 juin, et on touche du bois et on espère que tout ira bien. Le 30 juin, c'est fini. 100% à l'intérieur, 100% à l'extérieur. Évidemment, toujours. Alors, il n'y a plus de. Il y a plus de table de 6. Hein. Par contre, il y aura toujours un protocole sanitaire. Mais je pense, si vous voulez, ça ne sert à rien de trop parler du 30 juin parce que d'ici là, non, mais je doute pas, Vincent, je pense que tu es d'accord. Non, mais c'est pour ça que je rigole, c'est qu'effectivement, ça change tellement vite. Voilà, je pense que ça va dépendre de comment on va réagir, comment on va appliquer les choses pour que justement ça puisse se faire rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Parce que je vais vous raconter hein, la petite histoire. La petite histoire de la réouverture au 19 mai, ça s'est fait sous une pression un peu, la pression populaire, entre guillemets, hein, des Français, les Françaises qui voulaient retrouver la vie. Et puis tout de suite derrière, on leur a dit attention, on leur a dit les scientifiques, le conseil scientifique a dit attention, 19 mai, oulala, ça va être, tout le monde va se lâcher. Et la jauge est arrivée 48 heures après. Hein. Donc la jauge était quelque part une façon de dire oulala, on a peut-être lâché trop vite. Parce que c'était plutôt vers la fin mai, début juin qu'on devait ouvrir. On a lâché trop vite, on va tout de suite remettre une jauge. Donc aujourd'hui, au 30 juin, normalement, beaucoup de choses vont sauter. Mais si d'ici le 30 juin, les chiffres au quotidien ne baissent pas, si au contraire, ils remontent, eh bien, le protocole du 30 juin bougera, hein, il évoluera. Donc, il faut être assez prudent sur le protocole du 30 juin. Donc, du coup, si on en reste au 9 juin, donc en résumé, ça veut dire en terrasse, à l'extérieur, terrasse non couverte, on retrouve une jauge à 100%.
En intérieur, on passe à une jauge à 50%, donc avec des mesures liées à l'intérieur. L'extérieur, on reste toujours sur de la terrasse, mais en assis et avec des tablés de 6 personnes qui se connaissent. Donc en complément aussi de toutes ces mesures, vous avez évoqué plusieurs fois le protocole sanitaire. Alors, protocole sanitaire pour lequel les organisations professionnelles, patronales et salariées ont été consultées. Est-ce que, Monsieur Six, vous pourriez nous rappeler les principales autres mesures qui sont présentes dans ce protocole, en dehors de celles que vous venez d'évoquer, évidemment? Les principales sont quand même celles qu'on a déjà évoquées là. Après, vous dire qu'il y en a d'autres, Franck, à part dire qu'il y a le gel, le cahier de rappel pour les clients de passage quand ce sera ouvert à l'intérieur, bien évidemment le gel hydroalcoolique qui est obligatoire, le port du masque pour le personnel, quel qu'il soit, obligatoire tout le temps pour les clients quand ils arrivent, le fait de la distanciation à respecter qui sont les 1 mètre entre chaque client et entre chaque table qui ne se connaissent pas, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur après, quand on aura la mesure. Voilà, c'est vraiment... Il y a une chose qu'on n'a pas dit, Vincent, parce qu'il existait et puis on l'a un peu oublié. Et moi, je l'ai dit aussi à mes équipes, c'est le référent Covid. Ah, exact. Oui, c'était le premier confinement. Et effectivement, il doit y avoir un référent nommé Covid qui est capable de répondre à tout le personnel et aux clients éventuellement, des mesures à respecter, à mettre en place, à suivre, de façon à ce que personne ne se pose des questions au moment voulu. Et ça, normalement, ça doit être également intégré dans votre document unique, puisque je vais le préciser. Et j'en profite pour vous reparler de la gestion des flux, parce que je vous relis la phrase, c'est afin de prévenir les regroupements de clientèle à l'extérieur de l'établissement, un marquage au sol peut être réalisé pour faciliter le respect de la distanciation physique dans la file d'attente, en lien avec les autorités municipales et les commerçants du voisinage. Ça dit bien que le restaurateur, le professionnel, est également responsable de la file d'attente. Ça ne s'arrête pas à accueillir le client, effectivement. Voilà. Il faut autant prendre pour... nous, on a commandé des potelets, donc c'est le moment peut-être de le faire pour que justement puisse y avoir une zone identifiée d'accueil du client pour pouvoir justement matérialiser ce que disait Franck au sol, la mesure de distanciation d'1 mètre entre chaque client qui va attendre, et éventuellement une zone où les clients doivent sortir si vous en avez la possibilité. Bien évidemment, chaque établissement est différent et la taille fait qu'il y a des choses qui peuvent être faites à un endroit et pas d'autres, mais en tout cas, c'est à vous en fonction de votre établissement de mettre en place toutes ces mesures et de faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. Et évidemment, mais ça va mieux en le disant, parce que Vincent comme moi et comme vous, on fait le même métier. On a tous connu ça dans les files d'attente. Le gars, ça va être lui bientôt sa table, ou les petites bandes d'amis, tiens, servez-moi une bière en attendant. Mais là, non. On attend d'être vraiment à table. Il n'y a pas le petit kier d'attente. Non. Avec les amis. On nous parle aussi, et les participants ont raison, on nous parle des affichages auprès de la clientèle et auprès du personnel. Donc, un participant nous demande où se procurer des exemples de ces affiches obligatoires. Chaque organisation patronale a fait ses affiches, en tout cas pour ses adhérents. Donc, je sais s'il est adhérent, il faut être adhérent. Voilà. Non, je suis fair play. Je dis soit il faut être adhérent au GNI Paris-Île-de-France ou à l'UMI Paris-Île-de-France. Et vous aurez tous les renseignements, toutes les règles, tout ce qu'il faut faire, tout l'affichage. Voilà. On ne les plastifie pas, mais en tout cas, on fait que vous les ayez. Voilà. On fait en sorte que vous ayez tout en temps voulu, le protocole sanitaire, les aides, tout. Non, donc voilà, attirer aux organisations patronales parce que, non mais sérieusement, je pense, et c'est pas pour nous mettre en avant, mais qu'on a obtenu beaucoup de choses en travaillant d'ailleurs main dans la main entre le GNI et l'UMI. On a pu obtenir beaucoup de choses et c'est vraiment, c'est pas un investissement inintéressant d'être adhérent à une organisation patronale.
Surtout, Franck, quand on voit comment s'organisent les demandes d'aide et ainsi de suite, quand on est tout seul, je peux comprendre qu'un indépendant puisse se dire comment je vais faire et comment je peux remplir tout ça, alors que les organisations patronales sont aussi là pour vous aider, parce que parfois même, les comptables sont un peu perdus. Si Ah on- bah, quelle belle transition. Je vous propose de passer justement, monsieur Delvaux et monsieur Sitz. Donc on a bien compris que l'activité là n'allait pas totalement reprendre comme avant dans les jours à venir. Euh, du coup, toutes les entreprises du secteur ne vont pas réouvrir ou pas réouvrir entièrement. Donc, de quelles aides les entreprises peuvent-elles bénéficier là, dans cette période? Alors, il faut savoir qu'en fait, les aides, on a eu quand même beaucoup d'aides. Alors, c'était évidemment pas évident de se reconnaître dans les méandres des aides possibles. C'est pour ça que je le redis, hein, c'est mieux d'être adhérent à un syndicat. Mais parce qu'en fait, on a eu quoi? Quand on regarde bien, on a eu des aides nationales. Bon, celle auquel on pense le plus, c'est le Fonds de solidarité, forcément. Mais il y a eu aussi des aides régionales. Et il y a eu aussi des aides départementales. Alors là, on parle que pour l'Île-de-France, hein, on parle par Île-de-France. Je crois qu'il n'y a que des personnes d'Île-de-France. Donc, il y a eu des aides de la région de par Île-de-France. Il y a eu des aides départementales. C'est-à-dire que les départements d'Île-de-France ont fait chacun des aides différentes. Vous avez eu des aides communales. Certaines villes d'Île-de-France ont fait des aides particulières. Et vous avez eu des aides de collectivité. Vous avez eu également des aides si vous êtes en ce qu'on appelle, pour simplifier, si je vous dis le CPSTI, vous allez dire de quoi il parle. Donc, l'ex-RSI, ça parle mieux. Le CPSTI, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Là aussi, il y a eu des aides. Il y a eu des aides par les CARSAT aussi, hein, à un moment, si vous vouliez vous équiper en gel, en plexi. Donc, il y a eu effectivement beaucoup d'aides. Après, il fallait un peu se repérer dans l'ensemble de ces aides. Alors, par exemple, la région Île-de-France, la présidente Valérie Pécresse donc, a annoncé la semaine dernière et a confirmé aujourd'hui les 1 000 euros. On pouvait avoir, et c'est en ligne maintenant, on pouvait aller sur le portail, par exemple sur le portail de l'Île-de-France, pour obtenir les 1 000 euros d'aide pour la terrasse. Si vous avez fait des travaux en terrasse. Vous avez eu également la mairie de Paris, parce que certaines villes, sur les terrasses, à la fois éphémères et les terrasses, ont fait des gratuités. Je sais que moi, par exemple, en 78, Versailles l'a fait. Là, vous avez la mairie de Paris, ça va être annoncé qu'il va nous le faire on s'était déjà offert, enfin exonéré du 1er janvier au 30 juin. Ça le sera jusqu'au 30 septembre. Vous avez des départements, je pense à celui du 78 qui a fait récemment des aides pour les loyers. Vous avez la région Île-de-France qui a de nouveau fait aussi une aide sur les loyers. Et puis, vous avez eu des prêts. Il y a eu le prêt garanti par l'État, le PGE, qui est d'ailleurs une de nos actions à la fois au GNU et à l'UMI, pour le faire décaler sur 8 ans, comme en 6 ans ou 8 ans, comme en Allemagne. Ce sera une fois qu'on sera réouvert, ce sera le prochain compas. Mais vous avez eu aussi, par exemple, en région parisienne, le Fonds Résilience. Le Fonds Résilience qui était un prêt fait par la région. Vous aviez aussi, je ne sais pas s'il est encore actif ou pas, celui-là, un prêt numérique, un chèque numérique. Il a été renouvelé. Donc, il a été renouvelé, ouais. Il est renouvelé, parce que bon, même moi, je m'y perds. Je vous invite, je ne veux pas vous donner d'infos avant, mais je vous invite à suivre de près demain, pour ceux qui avaient fait des fonds résilience, l'actualité, vous verrez, certains auront peut-être le sourire demain, à la fin de la journée. Mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, pour le mois de mai 2021, vous avez le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, les règles sont inchangées pour le mois de mai 2021. C'est-à-dire que si vous êtes restaurateur, café-bar, vous déclarez votre chiffre d'affaires de référence, vous déclarez votre vente, pas votre chiffre d'affaires réalisé, d'accord ?
si vous en avez réalisé un, pour ceux qui seront ouverts, et vous déclarez votre chiffre d'affaires en vente à emporter. A priori, le formulaire restera comme ça. Donc, il n'y a pas d'incidence au mois de mai sur le fonds de solidarité. Au mois de mai, on a encore le chômage partiel. Donc, il n'y a pas d'incidence là-dessus. Nous avons aussi encore les exonérations de cotisations patronales sur le mois de mai. Et pour ceux qui sont en travailleurs indépendants, hein, donc qui sont souvent en SARL, qui sont à l'ex-RSI, il n'y aura pas, pour ceux qui étaient mensualisés, ils ont dû voir en début de mois qu'il n'y avait pas de prélèvement de cotisation, il n'y a pas non plus de prélèvement de cotisation. Je vous rappelle que là aussi, on avait réussi à obtenir 2 400 € de réduction de cotisation en 2020 pour ceux qui sont travailleurs indépendants. Peu le savent, ça a été renouvelé en 2021 à hauteur de 600 € par mois. 600 € par mois depuis le début de l'année. D'accord ? Donc là, avec le mois de mai, voilà, vous faites le calcul. Également, au moment, et là je fais un petit focus là-dessus parce que c'est un de mes mandats que j'exerce au titre du CPSTI, à l'action sociale. Là aussi, donc pour tous ceux qui sont, alors je me le redis, hein, je m'adresse uniquement aux gens qui sont en tant que travailleurs indépendants et qui étaient donc à l'ex-RSI. Il y aura des plans pour notre catégorie, il y aura des plans d'appurement qui seront mis en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas vous dire, tiens, au mois de juin ou juillet, voilà, vous n'avez pas payé de cotisation depuis pratiquement un an, bah là, il faut tout payer d'un coup. Non, il y aura automatiquement un plan d'appurement et vous serez prévenu, alors via votre comptable ou directement, ça dépend comment vous gérez, et vous allez recevoir, qui sera sur 12 mois. Soit vous direz oui, sur 12 mois, je peux. Non, ça va être dur, alors on vous le proposera sur 24 mois. Et sur 24 mois, vous dites, ah non, je ne vais pas y arriver, alors on vous le proposera sur 36 mois. Et pendant ce plan d'appurement, si vous avez un problème, eh bien, vous pourrez essayer d'entrer dans l'action sociale et d'avoir ce qu'on appelle de l'asset, de l'aide aux cotisants en difficulté. Donc voilà, pour le mois de mai, il n'y a pas de changement. La dégressivité va arriver à partir du mois de juin, hein, sur juin, juillet, août. À l'heure où on est, à partir de septembre, il n'y aura plus de fonds de solidarité pour nos professions. Sur les exonérations de cotisations patronales, là aussi, ça devrait, je crois, durer, Vincent, c'est ça, voilà, c'est pris en charge jusque août. On avait demandé 20%, c'est ce qu'on a en ce moment. Ça réduit à 15% au mois de juin. Juin, juillet, 15%. À partir de septembre, c'est zéro. Et en ce qui sont... Franck, je te coupe, mais parce que vous avez fait un gros travail, il ne faut pas oublier que ça devait être pire, la dégressivité. Ah, oui. Faut rappeler aussi, parce que souvent on entend dire vous n'avez pas fait beaucoup. Là, je pense que les deux organisations, aussi bien l'UMI que Génie, se sont battues bec et ongle avec l'administration pour que justement cette dégressivité ne soit pas aussi dure que ce qu'ils avaient prévu. Donc, il faut quand même le préciser. Voilà. Et quant à le chômage partiel, l'activité partielle, là aussi, vous voyez, des fois, il faut faire attention dans les discours parce qu'on entend beaucoup les médias hein, vont interroger les restaurateurs à droite à gauche, disent oh là là, on n'a pas de personnel, on ne trouve pas de personnel. Bon, et d'un autre côté, nous, on négocie le chômage partiel. Donc, des fois, on nous dit ouais, non, mais attendez, on voulait du chômage partiel, mais là, tous les restaurateurs, tous les métiers, disent de toute façon, il n'y a pas de personnel. Bon, ouais, des fois, il faut être un peu mesuré dans ces déclarations. Mais en tout cas, pour le mois de mai et pour le mois de juin, le reste à charge, hors CP, hein, hors coût des congés payés, restera à zéro. La dégressivité arrivera à partir de juillet, août, jusqu'à septembre. Merci beaucoup. Non, vraiment. C'est une très bonne synthèse, effectivement. C'est vrai qu'on voit dans la presse des difficultés d'entreprises du secteur à recruter peut-être certains personnels dans la période. Est-ce qu'il y a des aides pour les entreprises en cette matière-là, pour les aider à recruter, pour les accompagner au recrutement, pour les accompagner dans la gestion des ressources humaines?
Alors, bah, oui, il y a de nombreuses aides. Elles ne sont pas arrivées uniquement et depuis le Covid, bien évidemment. Elles existent déjà depuis un petit moment, puisque avant Covid, on avait déjà 150 000 postes à peu près à pourvoir et on avait du mal à les pourvoir chaque année, bien que nos CFA se remplissent et que nos métiers, bien on dise le contraire, attirent encore pas mal de jeunes. Il y a pas mal d'aides qui sont faites. Entre autres, il a été voté pendant le Covid le fait de pouvoir bénéficier d'une aide quand même qui est importante pour le fait de prendre un apprenti, quel que soit son âge. Ça va de 8 000 euros à 9 500 pour ceux qui sont majeurs. Donc, ça couvre une partie des salaires qui leur sont accordés pour la première année. Donc, cette aide est trop importante. Il y a l'aide de première embauche aussi qui existe toujours. Donc, non, il y a des aides. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'au-delà de remettre les salariés qu'on a en activité partielle chez nous, parce que c'est quand même le but, hein, à partir du moment où on a l'autorisation de pouvoir ouvrir entièrement nos établissements, on souhaite avoir le maximum de clients, donc c'est de remettre nos salariés au travail. C'est aujourd'hui le Covid, malheureusement, on a une étude qui a été faite conjointement avec nos deux organisations et notre OPCO qui vient de sortir et qui montre qu'on a perdu pendant le Covid, pendant l'année complète du Covid, l'équivalent de 110 000 salariés, tout poste confondu dans tout le secteur. Donc, on voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on entend beaucoup de nos confrères, en tout cas, quelle que soit la région, hein, il n'y a pas que l'Île-de-France, c'est aussi bien en province, il y a eu des saisonniers, la même chose, ont du mal à recruter aujourd'hui parce que beaucoup de nos salariés ont changé par peur pour certains, parce qu'ils voulaient faire autre chose. Pour certains, ça a été le déclic de pouvoir changer de métier et d'aller voir ce qui se passait ailleurs. D'autres, de faire des formations et de faire une conversion parce qu'ils le souhaitaient. Donc aujourd'hui, on avait déjà une partie de salariés qu'on n'arrivait pas à pourvoir pour nos entreprises. Et là, aujourd'hui, on se voit avec encore moins de salariés de retour sur le terrain. Donc, mais on est quand même confiant. Nos CFA attirent toujours, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on n'arrive pas à former. Et puis aujourd'hui, il y a plein de moyens qui permettent, entre les POEC, les titres. Aujourd'hui, on peut se former même en tant qu'alternant et apprenti jusqu'à très tard. Donc, il existe plein d'aides, en tout cas, pour pouvoir embaucher et avoir du personnel. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, hein, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans toutes ces aides, dans ces conditions, savoir quel interlocuteur peut répondre à nos questions. Auprès de qui, là je pense que je vous tends une perche, mais auprès de qui les entreprises peuvent-elles trouver de l'aide sur ces différents sujets, que ce soit les mesures de prévention à mettre en place ou les aides financières? Alors, Franck l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement sur le Covid. Vous savez, les organisations patronales, bien évidemment, elles sont là pour accompagner les chefs d'entreprise euh, à gérer au mieux leurs établissements, les conseiller au mieux, parce que là, on parle de Covid, mais on a aussi des services sociaux, on a aussi des services juridiques, on a des accompagnements, en tout cas, s'ils avaient des problèmes pour des prud'hommes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Il ne faut pas rester tout seul. Il ne faut pas penser que votre comptable ou votre expert comptable a toutes les réponses dans votre secteur d'activité. C'est sûr que ce n'est pas vrai. Et en tout cas, c'est toujours bien de pouvoir être accompagné, d'avoir une oreille, d'avoir des gens à qui on peut appeler je ne vais pas dire à n'importe quel moment, mais en tout cas tous les jours de la semaine, on peut appeler pour avoir le renseignement nécessaire à une problématique qu'on a dans son entreprise, sans compter notre OPCO, Acto, hein, pour pouvoir faire financer les formations de nos salariés, puisqu'on a l'obligation de les former. Donc, c'est bien de le savoir, mais parfois, c'est bien d'être accompagné et puis de mettre les bonnes choses en place. Et ça, rien de mieux qu'une organisation patronale pour vous aider et leurs organismes de formation associés. Je vais peut-être me permettre de rajouter aussi les services de santé Pardon. au travail. Non, mais je vais le faire. Sur en tout cas tout ce qui est vous aider effectivement à mettre en place les mesures de prévention, à mettre à jour votre document unique. Donc, tous ces conseils qu'on peut vous apporter et sur lesquels on peut venir chez vous pour vous aider vraiment à les mettre en place. Ces conseils, ils sont compris dans vos cotisations. Donc, pour une fois qu'il y a quelque chose que vous payez déjà et auquel vous pouvez faire appel, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces différents sujets.
voilà, y compris la mise à jour du document unique et l'évaluation des risques, qui n'est pas toujours forcément très, très simple. On peut vous aider à ces sujets. C'est sûr que c'est pas très simple. Je rappelle encore une fois, mais parfois c'est un peu mon dada, mais le document unique, il est quand même obligatoire depuis plus de 20 ans maintenant dans enfin, plus de 20 ans pour tout le monde. Donc, je constate malheureusement encore que beaucoup de petites entreprises, pas les grosses, mais de petites entreprises d'indépendants ne l'ont pas encore mis parce qu'ils n'ont pas eu de contrôle ou parce que, grand bien le fasse, ils n'ont pas eu d'accident du travail grave ou de maladies professionnelles importantes qui font que ils ont l'inspection du travail qui sont venus chez eux et qui vont les sanctionner. Mais quand même, les sanctions de ne pas avoir de document unique est importante. Et puis aujourd'hui, si on veut vraiment, c'est aussi un moyen de fidéliser ses salariés. À partir du moment où vous mettez vous résolvez le problème des dangers et des risques dans l'entreprise avec des mesures de prévention associées, c'est montrer aussi à vos salariés que vous vous occupez d'eux et que vous y faites attention. Donc, le document unique n'est pas là que pour sanctionner le chef d'entreprise ou l'embêter, c'est aussi pour lui permettre de pouvoir, le soir, d'être tranquille en se disant, voilà, tout ce qui devait être fait est fait, et s'il devait arriver quelque chose, en tout cas, c'est une première découverte, on réagit. Voilà. Mais donc, si j'ai vraiment un conseil, c'est le document unique. Faites-le, faites-le, faites-le. Merci beaucoup. Alors, on a deux questions. Enfin, c'est des questions qui portent sur les terrasses couvertes. Avec une question sur est-ce que si la terrasse est couverte avec un toit en dur ou en toile, type toile d'ombrage ou du bardage bois, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que c'est considéré comme un lieu fermé? Pour l'instant, c'est terrasse éphémère. C'est une terrasse quoi? Fixe, historique ou éphémère? À mon avis, c'est une historique avec un toit dessus, quoi. On va laisser la personne terrasse fixe. Ouais, c'est une terrasse, oui, c'est ce qu'on appelle une terrasse certainement fermée, terrasse fermée. Oui, alors non, en terrasse fermée, on en revient au même. Vous ne pouvez pas servir des clients dans une terrasse fermée. Si la terrasse est fermée, avec ce qu'on voit certaines terrasses fermées à Paris, c'est-à-dire des auvents sur le côté, un toit et un devant et une bâche devant, c'est fermé. Donc si c'est fermé, c'est pas une terrasse. Donc c'est pas une terrasse ouverte. Donc interdit. Je suis d'accord. Interdit. Et donc vous devez ouvrir. Vous pouvez l'utiliser, mais alors vous devez ouvrir tout le devant. Et attention à ceux qui rebaisseront les bâches quand il pleut, parce que les clients ne voudront pas recevoir la pluie dans leur plat. Là aussi, ce sera contrôlé. Donc, si c'est couvert au niveau du toit, mais ouvert sur le devant et sur le côté. En tant que les terrasses, attention, je parle des terrasses historiques, pas des terrasses éphémères. Je rappelle que sur les terrasses éphémères, et c'était d'ailleurs dans le règlement, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'était dans le règlement l'année dernière. C'est pas de toit, quel qu'il soit. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à la question, enfin aux deux questions des personnes sur les terrasses couvertes mais non fermées. Dans les 5 dernières minutes, Monsieur Sitz et Monsieur Delvaux, alors je vous remercie beaucoup déjà pour toutes ces précisions et je pense qu'elles sont effectivement, vous en tant que professionnel, vous avez pu apporter un niveau de précision que nous, on n'aurait pas forcément maîtrisé à ce point-là. Donc, merci à vous. Est-ce que vous souhaiteriez compléter sur des points particuliers avant qu'on ferme cette conférence sur des conseils à apporter à vos collègues pour la réouverture ou des sujets qui seraient encore en négociation ou en discussion? Franck, je pense qu'ici, il y a quelque chose à rappeler, c'est encore répéter encore une fois ce qu'on a dit avec Franck dès le début, c'est respecter les consignes parce que de toute façon, ce sera à votre détriment et le but, c'est pas d'avoir une fermeture administrative où là, vous n'avez plus d'aide, hein, donc, et votre établissement est fermé. Donc, vraiment, encore une fois, les consignes sont claires, pas simples à mettre en œuvre, pas faciles à accepter, mais en tout cas, elles ont le mérite d'être claires et précises. Donc,
faisons en sorte de les respecter pour que justement, au 9 juin et au 30 juin, on puisse enfin ouvrir nos établissements à 100% avec le moins de contraintes possible. Oui, voilà. Joli, moi, pour être dans ce groupe de travail avec Pascal Mousset, le président du GMI Paris, attention aux terrasses dites éphémères, de vraiment respecter. Parce que je peux vous dire que la mairie de Paris est tiraillée entre les associations de riverains qui sont vent debout contre ces terrasses. Hein. Vent debout, c'est qu'à le dire contre ces terrasses. Ils sont tiraillés, sans vouloir faire de politique, par leur majorité qui est composée avec les Verts, hein, qui sont, alors là aussi, je peux vous dire en avant-première, ça ne va sûrement pas vous faire plaisir, mais le chauffage, dites-vous bien que ça ne sert à rien d'investir aujourd'hui dans du chauffage pour terrasse, hein, parce que de toute façon, ça va disparaître, à part sur les terrasses fermées, là, complètement fermées, le chauffage terrasse, ça va disparaître assez rapidement. Et puis nous, donc les organisations qui disent on veut ces terrasses estivales, on veut les garder, etc. Donc moi, je vous invite, comme l'a dit Vincent, à respecter surtout le règlement de ces terrasses éphémères parce que bon, il faut savoir quand même, il y en a pratiquement 10 000, hein, il y en a pratiquement 10 000 à Paris, donc c'est que ça plaît. Et puis si on veut les garder, on va devoir faire des efforts et montrer qu'on est capable notre profession de respecter le règlement et de suivre un règlement, qu'on essaye d'assouplir, parce que là, on ne vous donne que les contraintes, hein, mais je peux vous dire que dans les discussions, au départ, c'était les contraintes-là multipliées par 2 ou 3, hein, si on écoutait tout le monde. Donc, on s'est battu pour assouplir le plus possible. Mais attention à ça, parce que sinon, on perdra ces terrasses. Et je peux vous dire que, très clairement, comme l'a dit Vincent, il y aura des contrôles. Hein, il y aura des contrôles de la préfecture de police de Paris. Alors là, ce sera plus sur savoir si les gens sont debout, assis, encore là après 21h ou pas. Mais la mairie de Paris fera des contrôles sur le bruit. On n'a pas parlé du bruit dans ces terrasses éphémères. On en est même à peut-être nous imposer ce qu'on appelle des boîtes à bruit oui. Pour voir si on ne dépasse pas un certain nombre de décibels. Hein. Donc, et nous, on l'a dit, hein, c'est une position commune du SNEC, du GNI et de l'UMI. On ne défendra pas les professionnels qui n'ont pas respecté les règles. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup. A priori, il n'y a plus de questions. Donc, messieurs Delvaux et Sis, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et pour toutes les précisions et réponses que vous nous avez apportées. Je remercie aussi les 9 services de santé au travail d'Île-de-France qui ont organisé ce webinaire à votre destination. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous remercie en tant que participant aussi. Et je me permets de vous rappeler que si vous avez besoin de regarder à nouveau cette conférence, le replay sera disponible sur le site internet de la Fédération dès ce soir. Et si des collègues à vous n'ont pas pu y assister, ils pourront, par ce biais-là, le regarder. Et puis, comme il est 17h, je vous félicite vraiment beaucoup pour le respect du timing qui est parfait. Je n'ai pas vu plus parfait. Merci beaucoup à tous. Nous allons fermer ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore un grand merci à vous. Bonne ouverture. Merci. Merci. À très bientôt sur nos terrasses et en intérieur au mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir.